Ce podcast, c'est la deuxième partie d'un épisode que j'ai fait sur le livre Confession d'un homme de la publicité, Confession of an Advertising Man, sur la vie de David Ogilvy. La première partie est dédiée à ses principes, à sa philosophie, à son expérience, à comment est-ce qu'il dirige son entreprise. Donc très intéressant si tu veux monter ta propre boîte ou si tout simplement tu es intéressé par la vie d'hommes remarquables et que tu veux tirer des leçons de leurs enseignements, de leurs expériences. Beaucoup de pépites de mindset, beaucoup de maximes super inspirantes que moi j'ai pris note. Donc ça, c'était la première partie. Si tu l'as pas encore écouté, je t'invite à l'écouter. C'est l'épisode 6 ou 7 du podcast, il me semble. Et là, c'est la deuxième partie où on va rentrer sur l'aspect plus copywriting, à savoir comment rédiger des titres, comment il voyait ses campagnes tout simplement. Donc c'est parti. Et on commence tout de suite par un paragraphe sur l'importance de la discipline dans l'art pour produire des campagnes remarquables. Et j'adore ce passage. Lorsque les rédacteurs, les directeurs artistiques et les producteurs de télévision viennent travailler dans notre agence, ils sont rassemblés dans une salle de conférence et soumis à ma lanterne magique, qui leur explique comment écrire des titres et le corps du texte, comment illustrer les publicités, comment construire les spots télévisés et comment sélectionner la promesse de base de leur campagne. Les règles que je postule ne représentent pas mes opinions personnelles. Elles sont la quintessence de ce que j'ai appris par la recherche. Les recrues réagissent différemment à ma conférence. Certains trouvent du confort et de la sécurité sous le commandement d'un chef qui semble savoir de quoi il parle. D'autres sont mal à l'aise à l'idée de travailler dans des disciplines aussi rigides. Ces règles et réglementations doivent certainement se traduire par une publicité ennuyeuse, disent-ils. Pas jusqu'à présent, réponds-je. Et je continue à prêcher l'importance de la discipline dans l'art. Shakespeare a écrit des sonnets en respectant une discipline stricte. 14 vers en pentamètre iambique rimés en 3 quatrains et un couplet. Ces sonnets étaient-ils ennuyeux ? Mozart a écrit ses sonates en respectant une discipline tout aussi rigide. Exposition, développement et récapitulation. Était-elle ennuyeuse ? Cet argument désarme la plupart des grands pontes. Je leur promets ensuite que s'ils adhèrent à mes principes, ils produiront bientôt de bonnes publicités. Donc tu vois, là ce que j'aime dans cette idée, c'est que c'est un argument c'est un argument pour le respect de la discipline dans l'art. Parce que souvent, quand on parle d'art, de publicité, on l'a vu dans le podcast précédent aussi, que David Ogilvy, il déteste en fait les publicités qui sont faites pour divertir, et il dit que c'est vraiment une maladie contagieuse à son époque déjà, et j'imagine que c'est encore plus le cas aujourd'hui, mais des agences publicitaires qui font des publicités jolies, divertissantes, etc. Mais lui dit que lui, il est contre ça, parce qu'il dit qu'il y a le but d'une publicité, c'est de vendre, c'est pas de divertir. Et du coup, pour ça, il croit vraiment dans la discipline, en fait, et dans l'importance d'appliquer des principes, l'importance de tester ce qu'il produit, de tester ses titres, de tester ses textes, de tester ses images, etc. Et de toujours vendre, en fait. Un aspect dont on n'a pas trop parlé dans le podcast précédent, mais qui est longuement écrit dans le livre, c'est que Ogilvy conseille aux publicitaires de commencer leur carrière de la publicité en s'intéressant aux travaux des personnes qui étaient dans le direct response. Donc à l'époque, c'était les hommes, en fait, les copywriters qui écrivaient des lettres. À l'époque, c'était pas les emails, c'était les lettres, et qui vendaient les produits de leurs clients via des coupons dans les lettres, en fait. Et ils disaient, inspirez-vous de leurs travaux, parce que eux, ce sont des gens qui sont scientifiques, en fait, dans leur approche. C'est-à-dire qu'ils mesurent littéralement l'impact des campagnes et de leurs textes en mesurant combien de personnes ont retourné les coupons qui ont été envoyés. Donc j'aime bien cette piqûre de rappel de dire que dans toute forme d'art, il y a une discipline qui est requise. Que ce soit dans le storytelling, dans le design, dans l'écriture, il y a des structures de base, il y a des principes de base. Comme il disait, Mozart, il faisait pas ses pièces musicales à la va-vite. Shakespeare, il écrivait pas ses pièces de théâtre et ses poèmes sans structure. Il y avait systématiquement une structure. Donc c'est important de comprendre la structure, et ça peut être un travail un peu ennuyant et laborieux. C'est là qu'il y a cette phrase d'Ogilvy où il dit « Nous préférons la discipline de la connaissance à l'anarchie de l'ignorance. Nous recherchons la connaissance comme un cochon recherche des truffes. Un cochon aveugle peut parfois trouver des truffes, mais il est utile de savoir qu'elles poussent dans les forêts de chênes. » Et donc ça illustre parfaitement cette idée que l'art requiert de la discipline. Alors là, on plonge dans la définition de
de la publicité en fait. Et qu'est-ce qu'une publicité remarquable selon Ogilvy ? Il existe 3 écoles de pensée. Les cyniques considèrent qu'une bonne publicité est une publicité sur laquelle figure le OK du client. Une publicité en gros que le client approuve. Une autre école accepte la définition de Raymond Rubicam. La meilleure identification d'une grande publicité est que son public est non seulement fortement convaincu par elle, mais que le public et le monde de la publicité s'en souviennent longtemps comme d'un travail admirable. Et j'appartiens à la 3e école, celle qui considère qu'une bonne publicité est une publicité qui vend le produit sans attirer l'attention sur elle-même. Elle doit attirer l'attention du lecteur sur le produit. Au lieu de dire « quelle publicité intelligente », le lecteur doit se dire « je ne savais pas ça avant, je dois essayer ce produit. Il faut que j'essaye ce produit. » C'est le devoir professionnel de l'agent publicitaire de dissimuler ces artifices. Quand Échine parlait, on disait « qu'il parle bien », mais quand Démosthène a parlé, ils ont dit « marchons contre Philippe. Je suis pour Démosthène ». Si mes nouvelles recrues s'étonnent de cette définition sévère de la bonne publicité, je les invite à retourner à leurs incarnations précédentes où ils s'enfonceront dans la bêtise et dans l'ignorance. Alors, premier principe pour créer des publicités remarquables, selon Ogilvy, et c'est que le fond est plus important que la forme. Ce que vous dites est plus important que la manière dont vous le dites. Une fois, sur le bus de la 5e avenue, lorsque j'ai entendu une femme au foyer mythique dire à une autre « Molly, ma chère, j'aurais tellement acheté cette nouvelle marque de savon de toilette si seulement il n'avait pas mis le corps du texte en garde-monde de 10 points. » C'est une police, taille de police et un style de police. Ne la croyez pas sur parole. Ce qui décide réellement les consommateurs à acheter ou à ne pas acheter, c'est le contenu de votre publicité et non sa forme. Votre tâche la plus importante est de décider ce que vous allez dire à propos de votre produit. Quel avantage vous allez promettre. Il y a 200 ans, le Dr Johnson a dit « Une promesse, une grande promesse, c'est l'âme de la publicité. » Donc là, c'est vraiment cette idée que quand tu écris un texte ou que tu rédiges une publicité, avant de te concentrer sur la forme, en fait, de même est-ce que ça va être une vidéo, quelle police, quelle couleur, etc. Ce qui est vraiment, vraiment important, c'est le fond, c'est-à-dire quelle est la promesse, en fait, quel est le bénéfice qu'on promet au client. Est-ce que c'est le bénéfice que le plus important et qui a le plus de chances d'attirer l'attention du lecteur. Dans le bouquin, il y a toute une section où il parle même de comment est-ce que lui, il teste les différentes promesses pour ses clients. Après, le principe suivant, c'est un principe que j'aime beaucoup, qui s'appelle de donner tous les faits. Très peu de publicités contiennent suffisamment d'informations factuelles pour vendre le produit. Il existe une tradition ridicule parmi les rédacteurs publicitaires selon laquelle les consommateurs ne s'intéressent pas aux faits. Rien n'est plus faux. Étudiez le texte du catalogue Sears Roebuck, il vend chaque année pour $1 milliard de marchandises en donnant des faits. Dans mes publicités pour la Rolls-Royce, je n'ai présenté que des faits. Pas d'adjectifs, pas de vie gracieuse, que des faits. Le consommateur n'est pas un imbécile, c'est votre femme. Vous insultez son intelligence si vous pensez qu'un simple slogan et que quelques adjectifs insipides le persuaderont à acheter quoi que ce soit. Elles veulent toutes les informations que vous pouvez lui donner. Lorsque nous faisons de la publicité pour Shell, nous donnons aux consommateurs les faits, dont beaucoup pourraient être donnés par d'autres spécialistes du marketing de l'essence, mais ne le font pas. Lorsque nous faisons de la publicité pour KLM Royal Dutch Airlines, nous informons les voyageurs des mesures de sécurité que toutes les compagnies aériennes prennent, mais qu'elles ne mentionnent pas dans leur publicité. Lorsque j'étais vendeur à domicile, j'ai découvert que plus je donnais d'informations sur mon produit, plus je vendais. Claude Hopkins a fait la même découverte sur le sujet de la publicité il y a 50 ans. Mais la plupart des rédacteurs publicitaires modernes trouvent qu'il est plus facile d'écrire des publicités courtes et paresseuses. Recueillir des faits est en effet un travail difficile. Alors 2 points par rapport à ça. Le premier, c'est qu'on va faire tout un podcast sur les travaux de Claude Hopkins, très probablement juste après le podcast de David Ogilvy. Donc selon quand est-ce que tu écoutes ce podcast, je t'invite à écouter le podcast suivant sur la vie de Claude Hopkins, parce qu'on va décortiquer tout ça. Mais surtout, là, en gros, ce qu'il dit, et ce que je trouve vraiment fascinant, c'est que c'est super important, en fait, en publicité, de rentrer dans le détail. Quand il dit donner les faits, en fait, il y a une autre façon de l'exprimer, c'est raconte l'histoire entière du produit. Claude Hopkins, par exemple, à un moment, je sais qu'il faisait de la publicité pour de la bière, et il disait que l'élément principal pour lequel ces publicités vendaient, c'est qu'il racontait en fait le processus de fabrication de la bière, bien sûr d'une façon intéressante, à nouveau,
On ne convertit pas dans une église vide, pour reprendre la phrase de David Ogilvy. Donc il faut que ce soit intéressant, il faut que ce soit pertinent, il faut que ça attire la curiosité. Mais le truc, c'est que souvent, quand tu donnes des nouveaux faits, quand tu expliques le processus de fabrication de quelque chose, ça, intrinsèquement, c'est intéressant, en fait. Parce que quand quelqu'un t'explique comment est-ce qu'un café est cuit, ou alors comment est-ce qu'une bière est pressée, bah, tout de suite, c'est intéressant. Et donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, quand tu rédiges une page de vente ou que tu écris un email ou quoi, rentre dans les détails, en fait. Décris concrètement ce que vous allez faire. Dans le podcast précédent, je te parlais du nouveau programme d'accompagnement de Mentors Gang. Un des piliers centraux de la méthode, c'est la méthode des sprints de 28 jours. Donc, c'est une méthode où, en fait, tous les mois, on se rassemble, on fait un call hebdomadaire où on se fixe un objectif. Tout le monde se fixe un objectif ensemble. Et tu vois, sur la page de présentation, j'ai vraiment essayé de réutiliser ce principe de donne toutes les faits, de raconter toute l'histoire. Et si je te le lis, ça donne quelque chose comme ça. Mentors Gang n'est pas seulement un groupe WhatsApp où on parle de nos projets, c'est une assemblée de mecs avec une méthode de travail et des rituels spécifiques qui nous aident à clarifier ce qu'on va produire et nous mettre au boulot tous ensemble. Et là, je rentre dans le détail de la méthode. La méthode des sprints de 28 jours plus le rituel du sprint en visio. Qu'est-ce que c'est concrètement ? Un appel mensuel où je t'oriente sur la méthode pour clarifier un objectif spécifique, mesurable, actionnable, réaliste et défini dans le temps qui te met le feu au ventre. C'est la méthode infaillible pour clarifier un objectif sur 28 jours et créer un effet boule de neige dans tes projets. Pourquoi est-ce que ça marche ? Parce que je te guide de A à Z pour te fixer ton objectif. C'est-à-dire que personne ne sort de la session sans avoir une clarté extrême sur ce qu'il veut accomplir dans les 28 prochains jours. Je prends le temps avec chaque membre de m'assurer que son objectif le motive et qu'il sait exactement quoi faire. Ça va révolutionner ta méthode de travail. Tu n'auras plus le temps de procrastiner parce que tu n'auras plus à penser à quoi faire, juste à agir. Et si tu bloques, parce qu'on rencontre toujours des obstacles, c'est là que tu peux lâcher un message dans le WhatsApp et demander de l'aide au gang. Ce que je viens de te lire là, c'est juste un élément, en tout cas une bullet point entre guillemets, de la présentation de Mentors Gang, donc le groupe de passage à l'action pour les mecs que j'ai créé. Et tu vois, j'ai vraiment essayé d'appliquer ce principe d'écrire l'histoire en entière. Donc au début, je te dis concrètement c'est quoi ? C'est un appel où je t'oriente sur la méthode pour clarifier, etc. Concrètement, c'est quoi ? C'est une méthode infaillible qui va te permettre de clarifier ton objectif. Donc tu vois, à quoi ça va te servir ? Ensuite, je te décris pourquoi ça marche. Parce que je te guide de A à Z pour te fixer ton objectif et je lâche personne hors du call tant que je suis pas sûr qu'il a un objectif qui le motive. Tu vois, c'est ça en fait, d'écrire la pleine histoire du produit, c'est-à-dire prendre sous tous les angles, dire qu'est-ce que c'est, pourquoi ça marche, quels résultats ça a apporté derrière. Donc là, tu vas mettre des témoignages. C'est véritablement ça, raconter la pleine histoire. Et comme dit David Ogilvy, en fait, la plupart des rédacteurs publicitaires modernes trouvent qu'il est plus facile d'écrire des publicités courtes et paresseuses, donc tous les slogans que tu peux voir aujourd'hui à la télévision ou alors même sur les pages de vente. Pourquoi ? Parce que c'est difficile de recueillir des faits, c'est difficile de se creuser les méninges pour accumuler des faits spécifiques et les mettre en forme à l'écrit. Mais c'est véritablement ça qui rend une copie et une campagne publicitaire intéressante, c'est qu'on veut des faits en fait. Bien sûr, cumuler ça avec des bénéfices, mais on veut des faits. Donc voilà, désolé si je m'éparpille un peu, mais je veux vraiment, à nouveau, je veux te donner des billes concrètes, je veux te raconter la pleine histoire de ce que pense Ogilvy avec ces éléments-là, pour que tu puisses l'appliquer dans toi, tes propres copies. Et juste avant qu'on passe à l'élément suivant, je te rappelle que si tu écoutes cet épisode au moment à sa sortie, ou peut-être même après, regarde encore dans la description, j'ai créé un PDF récapitulatif de la checklist, ou en tout cas de la méthode de David Ogilvy pour rédiger des titres irrésistibles. La manière dont je te conseille de l'utiliser, c'est que quand tu rédiges un titre, rédige ton titre à ta façon et ensuite lis ces éléments de la checklist et demande-toi quel ingrédient tu peux parsemer. C'est un peu comme une espèce de boîte dans laquelle tu as plusieurs épices et tu vas venir choisir, sélectionner certaines épices. Donc par exemple, si je te dis le point numéro 9 de cette checklist-là, c'est écrit des titres longs. Des recherches et des tests ont prouvé que les gens lisent autant un titre en 3 mots qu'un titre en 12 mots. Du coup, fais des titres longs et blinde-les d'informations croustillantes, de bénéfices et de nouveautés. Par exemple,
J'ai écrit le titre de mon programme selon ce principe. Mentors Gang, découvre le groupe extrême de passage à l'action qui te permet aux mecs ambitieux de doubler leur productivité et de boucler un projet créatif ou business tous les 28 jours. Donc tu vois, ça c'était juste un seul point de la checklist, d'écrire des titres longs. Aujourd'hui, tout le monde te dit d'écrire des titres courts. Selon Ogilvy, c'est une aberration parce que de toute façon, les gens lisent toujours les titres, donc autant en profiter. Et le blindé de bénéfices, tu vois, ça c'est un truc contre-intuitif. Tu as 10 autres bullet points comme ça contre-intuitifs qui peuvent t'aider à rédiger des titres remarquables. Si tu veux la recevoir, tu as un lien dans la description ou dans les notes de ce podcast. Rentre ton email, regarde si c'est toujours dispo et je te l'enverrai. On retourne sur Ogilvy et on arrive sur le point suivant, sur comment créer des campagnes remarquables. Et bon, ça paraît basique, mais c'est d'être intéressant. Sois intéressant, crée des campagnes intéressantes. Vous ne pouvez pas forcer les gens à acheter. Une famille moyenne est aujourd'hui exposée à plus de 1500 publicités par jour. Il n'est donc pas étonnant qu'ils aient acquis le talent de sauter les publicités dans les journaux et les magazines et d'aller aux toilettes pendant les publicités télévisées. Nous faisons des publicités que les gens veulent lire. On ne peut pas sauver d'âme dans une église vide. Si vous adoptez nos règles, vous pourrez atteindre plus de lecteurs par dollar. Principe suivant. Garde les bonnes manières et ne fais pas le clown. Soyez bien élevé, mais ne faites pas le clown. Les gens n'achètent pas aux vendeurs mal élevés et les recherches ont montré qu'ils n'achètent pas de publicité mal élevée. Il est plus facile de vendre aux gens avec une poignée de main amicale qu'en leur assénant un coup de marteau sur la tête. Vous devez essayer de charmer le consommateur pour qu'il achète votre produit. Cela ne signifie pas que vos publicités doivent être mignonnes ou comiques. Les gens n'achètent pas au clown. Lorsque la ménagère remplit son panier, elle est dans un état d'esprit très sérieux. Quand on écrit, c'est facile de se dire « Ah, vu qu'il faut que ce soit remarquable, vu qu'il faut être intéressant, je vais faire un peu le clown. » C'est-à-dire que je vais mettre des blagues ou alors je vais mettre des trucs marrants. Il faut s'abstenir à ça. Il faut que la publicité soit bien élevée. Il faut qu'elle soit, j'ai pas envie de dire professionnelle, mais bien élevée, avec des bonnes manières, sans tomber dans le clownisme en fait. Parce que c'est ce qu'il dit, quand quelqu'un achète ou quand quelqu'un lit, on est très sérieux quand on lit les faits, quand on lit un texte, etc. Ça fait pas de mal de parsemer par-ci par-là un peu de personnalité, surtout si t'écris des gens, ça dépend aussi du contexte, tu vois. Si t'écris à une audience chaude, à ta mailing list, elle te connaît, elle connaît ta personnalité, bon là tu peux un peu plus te lâcher. Lui il parle effectivement d'un contexte où c'était principalement de la publicité à une audience froide. Mais ça n'empêche pas de garder en tête ce principe que ne pas faire le clown en fait. Les gens qui lisent un message marketing sont très sérieux et voilà, il faut rester bien élevé. À nouveau, ça fait aussi le lien avec son principe de ne sors jamais une publicité que tu n'aimerais pas que ta famille ou que ta femme lise. Principe suivant, les groupes ou les comités ne peuvent pas te dire quoi faire. Les comités ou les groupes peuvent critiquer tes publicités, mais ils ne peuvent pas les écrire. Beaucoup de publicités et de spots télévisés ressemblent au procès-verbal d'une réunion de comité et c'est exactement ce qu'ils sont. La publicité semble se vendre le mieux lorsqu'elle est rédigée par un individu solitaire. Il doit étudier le produit, faire des recherches dessus et faire des recherches sur ses précédents. Ensuite, il doit fermer la porte de son bureau et écrire la publicité. La meilleure publicité que j'ai jamais créée a fait l'objet de 17 ébauches et a permis de créer une entreprise. Déjà, un groupe, une équipe ne peut pas rédiger une copie, ça doit toujours venir d'un individu, du jus de cerveau d'un individu, parce que dès que tu impliques une équipe entière dans une publicité, les messages vont s'éparpiller, le message de la publicité va s'éparpiller, elle va essayer de dire trop de choses à la fois et ça va pas du tout avoir le même résultat. Donc il faut que ce soit un individu. Le travail d'équipe, il a sa place, mais quand il s'agit du travail créatif, il faut que ce soit un individu. Les tâches créatives peuvent être réparties. Quelqu'un peut s'occuper, je sais pas moi, de rédiger le podcast, l'autre de répondre aux emails du client, l'autre de rédiger la newsletter, etc. Toutes ces parties-là peuvent communiquer, mais le message marketing, l'aspect créativité, ça peut pas être fait par une équipe. Ça doit toujours être fait par un individu. Principe suivant, presse le citron. Si vous avez la chance de rédiger une bonne publicité, répétez-la jusqu'à ce qu'elle cesse d'attirer l'attention. Des dizaines de bonnes publicités ont été abandonnées avant même d'avoir perdu leur efficacité, principalement parce que leurs commanditaires en avaient assez de les voir. La publicité ne s'adresse pas à une armée en place, mais à un défilé en mouvement. 3 millions de consommateurs se marient chaque année. Souvent, on pense qu'on sort un contenu, un message ou une offre et c'est à une audience limitée. Mais ce qu'il faut capter, c'est que d'année en année, les gens grandissent et les
les niches, en fait, les tailles en tout cas la piscine à laquelle tu t'adresses, la piscine de personnes à laquelle tu t'adresses, elle est en constant mouvement. Tu t'adresses pas à une armée immobile, tu t'adresses à une parade en mouvement. Donc quand tu sors un contenu ou un message marketing ou n'importe quoi, un podcast qui fonctionne, continue à miser dessus. Dans le podcast précédent, on voyait que David Ogilvy pressait le point de dire que quand une publicité marche, il faut continuer à la faire tourner. Même si celui qui l'a créée en a marre, il en a ras-le-bol de l'avoir tournée, elle commence à l'ennuyer. C'est pas grave parce que les consommateurs, eux, ils la voient jamais autant que celui qui l'a créée. Donc c'est super important de continuer à utiliser quelque chose qui marche, une publicité qui marche. De la même manière qu'une campagne d'emailing qui marche, de la même manière qu'une vidéo qui marche, de la même manière qu'une formation qui marche, tu dois continuer à réutiliser tes assets gagnants parce que ton audience évolue. Elle grandit, elle avance en âge et elle se renouvelle. Principe suivant, tu dois aimer le produit. N'écrivez jamais une publicité que vous ne voudriez pas que votre propre famille lise. Vous ne diriez pas de mensonges à votre propre femme. Ne les dites pas à la mienne. Faites ce que vous voulez qu'on vous fasse. Si vous mentez sur un produit, vous serez démasqué, soit par le gouvernement qui vous poursuivra, soit par le consommateur qui vous punira en n'achetant pas votre produit une deuxième fois. Les bons produits doivent être vendus par une publicité honnête. Si vous ne pensez pas que le produit est bon, vous n'avez pas à en faire sa publicité. Si vous mentez ou si vous vous trompez, vous ne rendez pas service à votre client. Vous augmentez votre culpabilité et vous attisez le ressentiment du public à l'égard de l'ensemble du secteur de la publicité. Maintenant, on passe sur les conseils concrets sur la copie. Je vais te lire au moins 5 points de la checklist que j'ai mis en place, à nouveau la fiche action que tu peux télécharger dans les notes du podcast. Je vais t'en lire au moins quelques points pour que ça te donne une idée, pour que ça te donne des billes déjà pour déjà améliorer tes titres. Et si jamais tu veux approfondir tout ça, bien sûr, tu peux toujours lire le bouquin de David Ogilvy. De toute façon, je te recommande vivement de le lire. Tu auras aussi un lien dans la description du podcast pour l'acheter. Et tu peux aussi télécharger la fiche que j'ai moi-même condensée. Je vais te lire quelques points, donc notamment sur le titre, parce que dans la philosophie d'Ogilvy et dans la publicité, selon lui, le titre, c'est l'élément le plus important en fait. Le titre, c'est l'élément le plus important. On le répète sans arrêt en copywriting, mais il dit que voilà, le titre, quand tu choisis ton titre, tu as dépensé 80 centimes sur ton dollar de publicité. Donc c'est super important que le titre soit vraiment cuisiné aux petits oignons, parce que la majorité des gens, je crois que c'est une personne sur deux une personne sur deux lit le titre mais pas la copie, donc il faut déjà que ton titre vende quelque part. Comment rédiger un titre irrésistible en 10 étapes avec la checklist Ogilvienne. Premier principe, écris au moins 5 à 10 variations de titres pour chaque texte. Le titre est l'élément le plus important. Une variation de titre peut amener un différentiel de résultat de 1 à 10 en termes de conversion. Donc, il faut rédiger au moins 5 à 10 titres et si possible les tester avec des tests AB. La fonction du titre, qu'est-ce que c'est ? La fonction du titre, c'est de donner au lecteur envie de lire la suite. Il doit télégrapher la valeur du produit. Principe suivant, vois le titre comme l'étiquette sur la viande du produit. Donc, je ne sais pas si tu vois un stand de boucherie. Sur un stand de boucherie, tu as toujours une étiquette avec la description qui te dit quelle viande c'est. Est-ce que c'est du faux filet ? Est-ce que c'est du carré ? Est-ce que c'est une entrecôte ? Et le prix. Le titre, parce que c'est toujours un peu mystique, tu vois, on sait pas, le titre, il y a toute une espèce d'aura un peu magique, presque de sorcier autour de comment rédiger un titre, c'est quoi la fonction. Ça, c'est dû au fait qu'on n'est pas clair sur quelle est la fonction du titre. Une fois qu'on est clair sur la fonction du titre, toute la manière dont on doit le rédiger devient beaucoup plus claire et moins nébuleuse. Et David Ogilvy, il a sa façon de l'expliquer que je trouve vraiment super. Vois le titre comme l'étiquette sur la viande du produit. Si tu vends un produit pour le gain de masse, écris gain de masse dans ton titre. Si tu t'adresses qu'aux hommes, ça doit également figurer dans ton titre. À nouveau, si on reprend le titre de Mentors Gang, le titre de Mentors Gang, si je te le lis, c'est « Découvre le groupe extrême de passage à l'action ». Donc c'est un groupe extrême de passage à l'action qui permet aux mecs ambitieux de doubler leur productivité et de boucler un projet créatif ou business tous les 28 jours. Donc tu vois que là, il y a vraiment cet effet ticket sur la viande, donc groupe extrême de passage à l'action pour les mecs ambitieux qui permet de faire quoi ? Doubler leur productivité et boucler un projet créatif ou business tous les 28 jours. J'ai simplement suivi les principes d'Ogilvy pour rédiger ce titre-là. Quatrième principe, le titre doit vocaliser un bénéfice que le client désire, comme par exemple
Comment les femmes de 35 ans peuvent paraître plus jeunes facilement. 5e principe, injecte de la nouveauté dans ton titre dès que possible. C'est un mécanisme efficace pour renforcer l'efficacité du titre. Le mot nouveau et le mot offert sont des mots puissants en publicité. Je vais m'arrêter là. Si tu veux recevoir le reste, je t'invite à regarder dans la description, dans les notes de ce podcast, pour télécharger ta checklist de comment rédiger un titre irrésistible. Tu as 10 ou 11 principes plus un bonus avec 3 ou 4 points sur comment rédiger un corps de texte irrésistible. La checklist est offerte quand tu t'inscris à mes contacts et tu recevras aussi toutes les nouvelles du podcast. On arrive du coup à la fin de ce podcast sur les confessions de David Ogilvy et de sa vie en tant qu'homme publicitaire. J'espère qu'il t'a plu. Je t'invite vraiment à le lire parce qu'il est vraiment super intéressant. Il te donne énormément de billes si tu veux apprendre à rédiger des meilleurs titres, apprendre à... Même au-delà de la technique, mais juste les principes, la manière dont il voyait la création de ces campagnes publicitaires. Et pour ça, je trouve que ce bouquin vaut vraiment la peine d'être acheté. Tu as un lien dans la description. Si jamais tu veux acheter le bouquin via ce lien-là, tu supporteras, en tout cas tu soutiendras le podcast par la même occasion. Merci encore pour ton écoute et puis je te retrouve dans le prochain podcast. Prends soin de toi, n'hésite pas à partager à un ami ou à une personne à qui tu penses que ça peut t'aider, un mec ou une fille ambitieuse qui veut faire du travail remarquable. Si tu penses que ce podcast peut l'aider, n'hésite pas à lui partager. Et aussi, ce podcast, on est au tout début, je mets vraiment mon âme dans la rédaction de ça, je pense que tu le sens à l'écoute, je mets vraiment beaucoup de travail là-dessus. Si tu veux me soutenir de manière totalement gratuite et hyper rapide, tu peux laisser un 5 étoiles sur Spotify ou sur Apple Podcast. Ça permettra que le podcast soit plus visible. Merci encore pour ton attention et on se retrouve dans le prochain épisode. Ciao, ciao.